Place à la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, une question ce matin. Où trouver 40 milliards ? Oui, la question sert même de gros titre aux Parisiens aujourd'hui en France, alors que François Bayrou convoque aujourd'hui une conférence sur les comptes publics et alors que l'on sait que pour tenir les déficits dans des proportions à peu près raisonnables, il va donc falloir trouver 40 milliards. Mais en fait, si on veut être parfaitement honnête, la question n'est pas où, mais comment dégager 40 milliards, parce que les déficits, on sait pertinemment où ils se trouvent. La chose est parfaitement documentée et depuis longtemps. La Cour des comptes pourrait même se vexer tant ces mises en garde répétées ne sont guère entendues, écrit Nicolas Charbonneau dans l'édito du Parisien. Hier encore, la Cour des comptes a effectivement identifié 20 milliards d'économies potentielles sur l'assurance maladie, confirme Les Échos en une. Tout cela est écrit noir sur blanc dans vos journaux. Mais alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Peut-être plus que de l'argent, du courage, Dimitri. Alors évidemment, la position de commentateur est plus confortable que celle de Premier ministre, surtout sans majorité. Néanmoins, personne n'a forcé François Bayrou à accepter le poste et on a même cru comprendre qu'il avait beaucoup insisté pour qu'on le lui confie. C'est donc à lui de montrer aujourd'hui que l'on n'a pas eu tort de lui confier les clés du camion parce que du côté des commentateurs, on n'en peut plus. Témoin, cet édito du patron de la rédaction de l'Opinion qui a donc entendu que nous étions en état d'urgence budgétaire. La formule claque, écrit-il, mais cette épreuve ne tombe pas du ciel, ni ne date du jour. Elle résulte des décennies de lâcheté, écrit-il ulcéré. Décennies de lâcheté, de négligence et d'aveuglement. Elle illustre une préférence française pour le laxisme et la médiocrité. La dépense publique est à un niveau historique et unique dans la zone euro. Les déficits sont ininterrompus depuis un demi-siècle. Voilà longtemps que nos dirigeants se paient de mots. Ils évoquent la pédagogie, mais préparent la démagogie. Ils convoquent le redressement pour mieux précipiter le déclassement. Ils crient au langage de vérité et tombent dans le sabir du menteur. Mais Olivier, que peut faire concrètement le Premier ministre ? Eh bien, peut-être appliquer sa fameuse règle d'or, suggère Étienne Lefebvre à la une des Échos. Oui, le moment est tout trouvé pour que le Premier ministre mette en application ses promesses de lutte contre la dette, réitérée lors de son arrivée à Matignon, écrit-il, et de rappeler qu'il en avait fait son cheval de bataille dès la campagne présidentielle de 2007, proposant d'inscrire une règle d'or dans la Constitution qui interdirait tout financement des dépenses courantes par de la dette. Mais si le leader centriste a été clair sur les principes, il s'est rarement avancé sur les réformes ambitieuses qui permettraient de dégager les économies nécessaires, ajoute-t-il. Alors peut-être, pour lui indiquer la bonne direction, le Parisien consacre 2 papiers à 2 femmes qui, elles, ont fait preuve de courage politique. La première, c'est Giorgia Meloni. Quand elle est arrivée au pouvoir, le déficit italien s'élevait à 8,1% du PIB. Il s'établit aujourd'hui à 3,4%. Et puis, l'autre femme, c'est Christelle Morancet, présidente Horizon de la région Pays de la Loire. Face au déficit, elle a eu le courage, il y a quelques mois, de tailler dans les dépenses. Ça a été dur, elle a été traînée dans la boue par toute la presse de gauche, mais elle a tenu bon. Que dit-elle aujourd'hui ? Que le problème ne se résoudra pas en taillant dans les mauvaises herbes. Pour faire des économies, il faut une méthode claire, un calendrier de réforme. Il faut revoir l'ensemble des dépenses sociales et cela sur 3 niveaux, dit-elle, l'assurance chômage, la santé, les retraites. Aujourd'hui, pour conserver notre modèle social, il faut le réformer en profondeur. Voilà, en attendant, signale Le Figaro, la réunion de ce mardi ne devrait pas prêter le flanc à trop de critiques. Le Premier ministre a déjà fait savoir qu'il n'annoncerait rien de concret en matière d'économie. On passe à une autre colère qui s'exprime dans les journaux ce matin. Oui, celle du Figaro qui consacre son plus gros titre de une et les 3 pages suivantes aux relations franco-algériennes. Tout cela bien sûr au lendemain de l'annonce de l'expulsion de 12 fonctionnaires français par Alger. Et là, c'est trop pour Yves Tréhard. Pour survivre, le pouvoir algérien a besoin d'entretenir la haine vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, écrit-il. Face à l'arbitraire, pas de concession. Il fallait être bien naïf pour se dire confiant comme Emmanuel Macron dans la libération de Boualem Sansal. Quant aux amabilités faites à Jean-Noël Barrot récemment à Alger, elles avaient tout de l'hypocrisie diplomatique. Allez, quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Dans le même Figaro, une enquête très intéressante sur le grand déclassement des Bac plus 5. Parce qu'aujourd'hui, être bardé de diplôme n'est plus suffisant pour accéder à un poste intéressant et correctement payé, signale Ronan Planchon. Un chiffre résume tout.
En 1970, la situation était simple. 6% des Français occupaient un poste de cadre et 6% des gens avaient suivi des études supérieures. Aujourd'hui, les cadres sont 18%, mais 36% de la population détient un diplôme du supérieur. Un mot également pour vous signaler ce beau reportage dans La Croix, signé Marguerite Delaza et Yuna Rivalin, les convertis de Notre-Dame. Il y a 6 ans, jour pour jour, personne ne l'a oublié, un incendie dévastait la cathédrale de Paris. On sait tout de sa reconstruction, de sa réouverture, mais ce que nous révèle le journal, c'est que cette catastrophe est à l'origine d'un élan de foi incroyable. 16% des catéchumènes qui ont choisi de se faire baptiser durant la prochaine nuit de Pâques déclarent que cet incendie a constitué un événement marquant dans leur parcours de foi. Inès, par exemple, le 15 avril 2019, elle assiste devant sa télé à l'événement. Elle voit aussi les fidèles en prière aux abords de la cathédrale. Elle n'est pas baptisée, elle n'a jamais eu d'éducation religieuse. Mais j'étais submergé, raconte-t-elle, et j'ai senti que je devais prier pour eux. Alors évidemment, on pense à la conversion de Claudel à Notre-Dame le jour de Noël 1886, qu'il raconta ainsi. En un instant, mon cœur fut touché et je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire, la toucher. Mais après les voix impénétrables du Seigneur, on va terminer beaucoup plus modestement avec les voix d'Europe 1 qui pénètrent, elles, de plus en plus. Alors évidemment, je ne résiste pas au plaisir, mon cher Dimitri, de cette bonne nouvelle du jour pour Europe 1. La presse salue les audiences de votre radio. Europe 1 poursuit sa remontada portée par les bons résultats de la matinée de Dimitri Pavlenko à Pascal Praud ou encore Cyril Hanouna, écrit Kevin Boucher Rappé du Parisien. Les bonnes performances de la radio du groupe Lagardère s'expliquent par une durée d'écoute en hausse, notre Florent Verret des Échos. Bref, plus de monde qui nous écoute plus longtemps, ça nous fait très plaisir. Merci pour votre revue de presse, Olivier Delagarde.